Donc le dernier rapport qui est sous-titré «L'information au cœur de la démocratie». Je ne connais pas encore le sous-titre du prochain, mais on est en train d'y travailler. C'est une bonne introduction. Alors je vous présente juste l'Observatoire comme ça, histoire de vous situer un peu. C'est une association, loi 1901, qui regroupe les journalistes, des journalistes à travers leurs syndicats, associations, etc., des entreprises de médias, tout type médiatique confondu, presse, radio, télé, internet. Là aussi, des entreprises individuellement, il y a Le Monde, La Montagne, Sud-Ouest, Bayard Presse, France Télévisions, Europe 1, enfin bref, toute une série, ou bien à travers des syndicats et fédérations professionnelles, voilà, le syndicat de la presse en ligne, d'autres choses comme ça. Et puis des représentants du public, soit des associations de lecteurs, d'auditeurs et de téléspectateurs, soit des associations d'éducation populaire ou autre, la Ligue de l'enseignement, enfin vous voyez, des choses comme ça. L'idée, c'est de faire progresser en France la démarche déontologique, parce qu'on n'a pas de conseil de presse en France, alors qu'il y en a dans 20 pays de l'Union européenne, et donc de montrer qu'on peut créer aussi en France un conseil de déontologie journalistique, ou un conseil de presse, on peut l'appeler comme on veut, qui permet de recevoir les plaintes du public, de faire progresser l'ensemble de la démarche. Bon, voilà. Et j'en suis le président parce que je suis spécialiste depuis un certain nombre d'années. J'ai publié mon premier bouquin en 1988, alors vous voyez, ça fait 30 ans, voilà. Et j'avais commencé à travailler avant, donc bon, bref. Et donc, je suis spécialiste de l'histoire des médias, etc. etc. Bon. Je ne vais pas vous annoncer tous mes bouquins, tous mes articles, parce qu'il y en a beaucoup trop. Voilà. Alors, le fondement même, hein, c'est ça l'important, c'est à travers ce beau bronze de 1832, mais bon, 1830, pardon, l'allégorie de la liberté de la presse qui dit, en proclamant avec sa trompette, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, elle éclaire le peuple et avec son pied, elle fait taire la rumeur. C'est évidemment tout à fait d'actualité quand on parle des fake news et autres bobards ou rumeurs qui circulent maintenant sur Internet, mais pendant très très longtemps c'était sur le papier ou sur d'autres choses. La liberté de la presse permettrait, on sait que c'est pas vrai, mais ça n'empêche que c'est pour différencier, évidemment. Alors, je crois qu'il faut vraiment, avant de parler de presse-économie, parce qu'on a lié presse-économie à liberté et indépendance, il faut vraiment se souvenir que tout ça, c'est au cœur de la démocratie et qu'on ne peut rien faire. Bon. Mais, pourquoi c'est au cœur de la démocratie? Parce qu'il n'y a pas de démocratie, de société démocratique sans droit du public à être informé. Donc ça, c'est le point fondamental. Alors maintenant, quand on regarde, c'est le baromètre La Croix qui est publié tous les ans depuis 30 ans lui aussi, sur la perception de l'indépendance des journalistes. Je vous dis juste, comme ça, il y a à gauche, sont-ils indépendants aux pressions des partis et pouvoirs politiques, des partis politiques et du pouvoir, et à droite, sont-ils indépendants par rapport aux pressions de l'argent? Et la courbe orange, c'est non, ils ne sont pas indépendants dans les deux cas. Et vous voyez que ça varie autour de 60, le plus bas c'est 55 et le plus haut 68 pour le pouvoir politique, et le plus bas c'est 54 et le plus haut 64 pour les pouvoirs, les puissances économiques. Donc l'idée, et ça c'est depuis l'ensemble du sondage depuis 1993, donc vous voyez depuis un certain temps, depuis 25 ans. C'est une vieille question. C'est parfois un faux problème et c'est parfois un vrai problème. C'est, comme dirait notre président, c'est en même temps un vrai problème et un faux problème. Je vais essayer de vous le développer parce que on a en France une particularité tout à fait étonnante qui s'explique par notre histoire d'un certain, comment dire, d'un certain anticapitalisme qui est un vieil anticapitalisme catholique
pas protestant, catholique, qui remonte bon, à toute une série, même si l'Église catholique faisait dans le capitalisme aussi à ses heures, mais il y a une espèce de défiance vis-à-vis de l'argent, de refus de l'argent, etc., que n'ont évidemment pas les protestants. Et ce vieil anticapitalisme, etc., se déroule au fil du temps, et en dépit de la décatholicisation de la France, ça s'est transmis, et maintenant c'est repris par toute une série de courants. Bon, voilà. Et puis il y a l'anticapitalisme de type d'extrême gauche, qui naît avec la Révolution française, qui se développe à la fin du XIXe siècle, qui s'incarne dans le Parti communiste à une certaine époque, peut-être maintenant dans la France insoumise ou d'autres. C'est donc ces deux anticapitalismes qui considèrent que le capitalisme enfreint la liberté, empêche la liberté, etc. Bon. Voilà. Alors, juste pour vous faire un petit tour comme ça, c'est des petites... pour vous montrer que tous ces problèmes sont très anciens. La célèbre monographie de la presse parisienne d'Honoré de Balzac, qui est extrêmement méchante, mais qui dit si la presse n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer. Balzac vivait beaucoup de la presse, mais était il touchait beaucoup d'argent des feuilletons qu'il publiait dans les journaux, mais il était très hostile à la presse. Ce que j'aime bien, c'est la phrase de Louis-François Bertin. Je vous en montre le portrait peint par Ingres en 1832, le capitaliste de presse, à la fois capitaliste et propriétaire du journal des débats, le grand journal des années 1800-1840. Il est visible au musée d'Orsay, hein, donc vous pouvez le voir en vrai, mais j'aime bien avec ce regard extrêmement percutant et ces doigts qui... bon, c'est peut-être l'arthrose, mais c'est aussi, on sent bien que c'est le pouvoir. Donc voilà, et Louis-François Bertin, il s'adresse au ministre de Charles X et il parle de la puissance de la presse. Il dit « Je vous renverserai comme j'ai renversé un de vos prédécesseurs, Rémusat ». C'est l'idée que la presse peut faire et défaire le pouvoir politique, faire et défaire, etc. Et puis, en contrepoint, le souhait d'Hubert Beuve-Méry. Hubert Beuve-Méry, c'est le fondateur du journal Le Monde, qu'il a dirigé de 1944 à 1969, et qui disait dans un de ses discours qu'il souhaitait réaliser un journal indépendant des partis politiques, des puissances financières et des églises. On est en plein dans le sujet. Alors des églises, c'est parce que Hubert Beuve-Méry était sensibilité démocrate chrétienne et que le capital, les personnes qui tenaient le capital du journal étaient soit des catholiques démocrates chrétiens, soit des protestants, etc. Donc il y avait, on dirait plus maintenant à l'égard des coteries, des idéologies, des chapelles, enfin bon, etc. Mais c'est le but de créer, de réaliser un journal indépendant des partis politiques, des puissances financières et des églises. Alors je vous dis tout de suite, la presse, tous les médias sont au cœur des tensions. Des tensions, pourquoi ? Parce que tout le monde pense que la presse influence l'opinion publique, la presse influence, la presse, les médias. Hein. Quand je dis la presse, c'est tous les médias confondus, qu'ils soient presse, radio, télé, internet. Les médias influencent les consommations, les médias influencent les choix sociétaux, etc., etc. Et donc, c'est tout ce que je pense tout le monde. Et donc, évidemment, les puissances politiques, les puissances financières, à d'autres époques les églises, etc., cherchent à contrôler, à influer sur les médias, soit à les posséder, soit à les tenir en laisse. D'où les chiens de garde. Les chiens de garde qui sont tenus en laisse. Mais c'est un double sens, hein, parce que le chien de garde, c'est celui qui... c'est le sous-entendu de Nizan, le chien de garde de la bourgeoisie, mais dans la Cour européenne des droits de l'homme, qui statue beaucoup sur la liberté des médias, la liberté d'informer, considère que les journalistes sont les chiens de garde de la démocratie. Vous voyez que c'est deux choses tout à fait différentes. Bon, bref. Alors, un vieil anticapitalisme, on ne va pas passer. Voici, on va reprendre du Beuve-Méry, quand même, une petite dose. Presse d'industrie, hein, bon, c'est simple. Je vous le lis, alors vous n'êtes pas forcé de lire.
La liberté de la presse exige qu'il soit permis de fonder de nouvelles entreprises. Et il est bien évident que de telles fondations sont devenues impossibles sans la mobilisation de gros capitaux. Encore faut-il que l'origine de ces capitaux soit clairement connue. Ça, c'est un point important, la transparence. Un grand quotidien, on peut dire la même chose pour une télé ou autre chose, est déjà et sera de plus en plus une grande entreprise industrielle et commerciale. Mais il n'est pas, ne doit pas, ne peut pas n'être que cela. Informer un homme, lui fournir les éléments d'une conviction et d'un jugement est tout autre chose que lui procurer un chapeau ou une paire de chaussures. La presse doit pouvoir s'industrialiser et demeurer saine. Elle ne doit pas être une presse d'industrie. Or, si on fait le panorama actuel, on voit bien qu'un certain nombre de milliardaires, d'oligarques, diraient certains, se sont emparés de beaucoup de médias. On pourrait remonter plus bien loin, mais dans les dernières années, dans les 5 ou 10 dernières années, Serge Dassault qui s'empare du Figaro, le trio Berger-Pigasniel qui s'empare du Monde, Télérama, de l'Observateur, le Patrick Drahi qui s'empare, donc Altis SFR, qui s'empare de l'Express, de Libération, de BFM TV, pardon. Vincent Bolloré qui s'empare de Canal+, iTélé, etc. Bernard Arnault qui s'empare de LVMH. Hein. Il vient d'avoir les 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 5 milliards d'euros de bénéfices nets. Ça va pour lui, merci. Donc il s'empare des Échos et du Parisien. Enfin bref. On voit qu'il y a là un souci. Il y a là un souci, et c'est le plus gros souci, c'est que ce sont des gens qui sont extérieurs à la presse, qui sont ou à la télé, etc. Et qui, le problème, c'est qu'ils ont des stratégies complètement différentes, et on va en reparler après. Et je voudrais vous dire que voilà, le fondement même de la liaison, hein, c'est liberté, indépendance, par rapport à l'opinion publique, par rapport aux actionnaires, par rapport aux annonceurs, par rapport aux partis politiques. Et puis de l'autre côté, pression permanente, on est au cœur d'un tissu de pression. Et là, je vous lis quelques petits textes comme ça, j'aime bien lire les vieux textes pour vous montrer que les problématiques sont très anciennes. Le journalisme est aujourd'hui une puissance établie. Tout se fait par les journaux et rien ne se fait que par eux. Bien plus, le journalisme tel qu'il est organisé par la force des choses n'est pas seulement un quatrième pouvoir dans l'État, il est le plus puissant et le plus influent de tous. Il menace d'absorber les 3 autres, déjà passablement amoindris. Les ministres craignent les journaux, les députés se mettent à genoux devant les journaux, les hommes en place redoutent par-dessus tout toutes les attaques de ce qu'on est convenu d'appeler les organes de l'opinion publique, lesquels ne sont le plus souvent que l'expression d'une coterie ou d'une rancune personnelle. En modernisant quelques mots, on pourrait tout à fait le sortir maintenant, ça date de 1841, vous voyez, les problématiques sont anciennes. Et toujours l'idée que le pouvoir, c'est le journal. Même époque, dans la société telle que nous l'a faite la civilisation moderne, s'est élevé un pouvoir nouveau, le journal. Le journal a remplacé pour beaucoup de gens le directeur de conscience. Il damne, il sauve, il est infaillible. Il règle, moyennant rétribution, la foi de ses lecteurs. Il se charge de penser et de juger pour le compte d'autrui, et chaque matin, l'abonné fait sa provision d'idées et place pour la journée dans les cases vides de son cerveau l'opinion que lui a fournie le journal. Vous voyez bien que c'est caricatural. C'est caricatural parce que, je le dis à mes étudiants, mais je le dis à vous aussi, pourquoi avez-vous voté un tel ou une telle? Pourquoi avez-vous consommé de telle manière? Ou pourquoi croyez-vous à quelque chose, que ce soit en Dieu ou en autre chose? Est-ce que ça vient de l'opinion qu'on vous a imposée par les médias, du flux médiatique qui aurait fait que d'un seul coup vous êtes mis à voter Macron parce que le flux médiatique vous a imposé de voter Macron, ou d'acheter une Mercedes plutôt qu'une Audi, ou je sais pas quoi, enfin bref, ou voilà, de croire en Jésus plutôt qu'en Allah, ou etc. etc. Évidemment que non. C'est aussi, et pour vous et pour moi et pour tout le monde,
la famille, l'école, les relations sociales, amicales, le travail, etc., qui forgent notre opinion sur un certain nombre de choses. Et donc, c'est pas le... Alors, même s'il ne faut pas être naïf, le journal, la presse, les médias contribuent à forger l'opinion, mais ils n'imposent pas une opinion. Et même dans les pays totalitaires où on cherche à imposer une opinion, on a bien vu quand l'URSS s'est écroulée que la Pravda et toutes ces annexes radio, télé, etc. n'avaient pas réussi à imposer le culte du communisme en Russie, en URSS, pardon. Bien. Donc voilà, je ne vais pas... si, je vais quand même... Non, il faut quand même... Alors la problématique, elle est toujours la même. Hein. C'est le mépris qu'on a pour l'argent. Alors voilà, ça c'est Louis Blanc, donc on est toujours dans l'ancien temps, mais on va venir dans le nouveau, n'ayez pas peur. Hein. Mais je vous resitue toujours le problème. C'est cette idée que l'argent envahit les médias. C'est donc, il parle là, il raconte sa vie entre 1830 et 1840, entre la première révolution, et il ne prévoit pas encore la deuxième de 1848, enfin la première pour lui. Une grande révolution allait s'introduire dans le journalisme, en 1836. Diminuer le prix des grands journaux quotidiens, accroître leur clientèle par l'appât du bon marché, et couvrir les pertes résultant du bas prix de l'abonnement par l'augmentation du tribut qu'allait payer à une publicité devenue considérable toutes les industries qui se font annoncer à prix d'argent. Tel est le plan d'Émile de Girardin. En 1836, il fonde un journal qu'il appelle La Presse, tout bêtement. Il diminue par deux il divise par deux le prix de vente du journal. Et pour compenser cette perte de recettes, il accueille la publicité dans ses pages. Et en plus, pour attirer plus de clients, il introduit le feuilleton en bas de première page pour attirer un public nouveau. C'est 1836, c'est la presse, c'est le début de la presse moderne que fait Émile de Girardin. Et Louis Blanc continue. Ainsi, l'on venait transposer en un trafic vulgaire ce qui est une magistrature et presque un sacerdoce. On venait proposer de rendre plus large la part jusqu'alors faite dans les journaux à une foule d'avis menteurs, de recommandations banales ou cyniques, et cela aux dépens de la place que réclament la philosophie, l'histoire, les arts, la littérature, tout ce qui élève en le charmant l'esprit des hommes. Le journalisme, en un mot, allait devenir le porte-voix de la spéculation. Nul doute que sous cet aspect, la combinaison nouvelle fut condamnable. D'un autre côté, en même temps, comme on dirait maintenant, elle appelait à la vie publique un grand nombre de citoyens qu'en avait éloigné trop longtemps le haut prix des journaux. Et cet avantage, il y avait évidemment injustice à le méconnaître. C'est l'éternel problème. L'économie des médias est au service de quoi? De beaucoup de choses à la fois. Et voilà ce que dit on est en France sous le régime de la loi du 29 juillet 1881 pour la liberté de la presse, mais ça concerne, c'est la grande loi fondamentale de la liberté de la presse, mais ça concerne l'ensemble de la liberté d'expression, puisque ça concerne la presse, le livre, l'affichage, le colportage et aussi le numérique. Hein, c'est la presse numérique est aussi concernée. Donc c'est vraiment... Bon. Et voilà le cœur du sujet. La presse à bon marché est une promesse tacite de la République au suffrage universel. Ce n'est pas assez que tout citoyen ait le droit de voter. Il importe qu'il ait la conscience de son vote. Et comment l'aurait-il si une presse à la portée de tous, du riche comme du pauvre, ne va chercher l'électeur jusque dans le dernier village? Or la presse, et surtout la presse à bon marché, cette parole présente à la fois partout et à la même heure grâce à la vapeur et à l'électricité, peut seule tenir la France tout entière rassemblée, comme sur une place publique, et la mettre homme par homme et jour par jour dans la confidence de tous les événements et au courant de toutes les questions. Et ainsi, de près comme de loin, le suffrage universel forme un vaste auditoire invisible qui assiste à nos débats, entend nos discours, suit de l'œil les actes du gouvernement et les pèse dans sa conscience. C'est la définition de l'agora moderne. À Athènes, il y avait, à la plus belle époque, 10 000 citoyens, donc on pouvait tous les réunir sur l'agora et les faire discuter ensemble. Quand on a 30 ou 40 millions d'électeurs, on ne peut pas les faire discuter ensemble. Donc il faut des moyens techniques modernes
Alors ça a été la presse au XIXe siècle et au XXe siècle, puis la radio, la télé, et maintenant c'est Internet, etc. Il faut des moyens qui permettent de réunir, de débattre, d'observer, etc. Et ces grands républicains des années 1880 qui ont fondé la République française, la République démocratique, la démocratie française, c'est l'époque, des années 1880-1885, c'est l'époque des grandes lois républicaines, l'école laïque gratuite et obligatoire, la loi sur les associations, la loi sur le droit de grève, etc., toute une série de lois. Et donc, c'est la loi sur la liberté de la presse qui va très très loin, parce que c'est au fondement, au cœur même de la société démocratique. Et pour que ce soit tolérable, il faut qu'il y ait une presse à bon marché. Il ne faut pas qu'elle soit réservée aux élites, comme elle l'était au début du XIXe siècle. Une presse qu'on contrôlait avec la censure, etc., ou avec toute une série de choses, mais on la rendait très chère artificiellement pour éviter que le peuple n'ait accès à des informations qui pouvaient le faire se soulever ou faire des émeutes et pire, des révolutions. Donc voilà, une presse à bon marché. Donc l'économie des médias, c'est ça. C'est à la fois rendre accessible le maximum de choses et en même temps éviter le contrôle. Alors après ça, il y a tous ceux qui considèrent qu'évidemment la presse est pourrie. Voilà, on va... Anatole France, L'île aux Pingouins en 1908, l'île des Pingouins, pardon. La France est soumise à des compagnies financières qui disposent des richesses du pays et par les moyens d'une presse achetée dirigent l'opinion. Vous voyez, c'est... maintenant, vous retrouvez ça chez Julia Cagé, chez les chiens de garde, etc. Arthur Rafalovitch, le représentant du tsar à Paris dans les années 1900, l'abominable vénéité de la presse française parce qu'il arrosait la presse. René Modiano, qui est un socialiste d'extrême gauche de l'époque, dans les années 30, la presse pourrie aux ordres du grand capital, du capital tout court, pas besoin qu'il soit grand. Voilà, on retombe sur cette... Ça aboutit à une grande réforme en 1944 qui a concerné non seulement la presse, mais pas seulement la presse. Les réformes de la Libération, du Comité national de la résistance, qui avait fait des études pendant la guerre, et celle-là dans les cahiers numéro 4, en novembre 1943, pour assurer la dignité et l'indépendance de la presse. Premièrement, un journal doit vivre au grand jour, faire contrôler sa comptabilité par l'État, publier son bilan. La transparence. OK. Deuxièmement, un journal doit être financé par une masse de petits actionnaires et non par quelques gros commanditaires. Là, ça devient plus compliqué. Troisièmement, un journal doit appartenir à un groupement politique ou idéologique et non à un groupe d'actionnaires. C'est encore plus compliqué. Quatrièmement, un journal ne doit pas être considéré comme une entreprise industrielle ou commerciale. Il doit s'interdire de faire des bénéfices. C'est le grand idéal de la révolution de 1944 qui est complètement, illusoire. Les journaux sont des entreprises, les médias sont des entreprises. Je vais vous décortiquer rapidement comme ça les comptes d'un journal. Si vous prenez le journal Le Monde, que tout le monde connaît, mais on pourrait prendre Le Figaro ou Libération, c'est pas les mêmes chiffres, mais c'est le même ordre de grandeur. Le journal Le Monde fait à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Un peu moins maintenant parce que la publicité a chuté, mais bon, on va dire 180 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même, c'est le chiffre d'affaires total, les recettes, c'est à peu près à l'équilibre. De temps en temps, c'est un peu en déficit, de temps en temps, un peu en bénéfice. Depuis 4-5 ans, c'est à peu près à l'équilibre. Voilà. Bon. Là-dessus, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Il y a une partie qui va à l'impression, à la diffusion, à toute une série de choses. Bon, voilà. Mais la plus grosse partie, 80 millions d'euros, va à la rédaction. Finance les 450 journalistes, plus ceux qui sont autour, les secrétaires, les documentalistes, etc. Enfin bon, il y a tous les informaticiens qui... voilà. Et puis, évidemment, les postes de travail, le téléphone, les communications, enfin, tous les voyages pour faire un reportage. Il y a, en gros, la moitié du budget, c'est la rédaction. Un journaliste coûte à une entreprise de médias aux alentours de 100 000 euros par an.
C'est simple à comprendre. Hein. Alors, c'est un peu plus dans les petits journaux, et surtout quand on va chez les plus fragiles, etc. Et c'est un peu moins, pardon. Et c'est un peu plus quand on va chez les grands et dans les entreprises où c'est les mieux payés. Pourquoi? Parce que 100 000 euros, ça comprend à la fois le salaire, les charges sociales, ou les cotisations sociales, pour ne pas parler de charges, mais les cotisations sociales, donc le brut, le net et le brut. Bon. Et puis ça comprend aussi le poste de travail, hein, c'est-à-dire les frais afférents au poste de travail. Ça coûte autour, alors ça peut descendre à 60 000 euros et ça monte jusqu'à 130, 140 000. Et puis évidemment, dans la haute hiérarchie, ça coûte beaucoup plus cher. Hein, bon. Mais c'est une moyenne pour le budget. Simplement, c'est le budget des journalistes du monde, c'est plus de 50 millions d'euros. Et ajouter les alentours, ça fait 80 millions d'euros pour le budget de la rédaction. Alors il y a deux solutions, évidemment, quand vous avez une crise de la presse comme elle existe depuis déjà de nombreuses années, quand vous avez une crise de la publicité, quand vous avez une transformation vers l'Internet, le numérique, etc., une des solutions, c'est de se dire on va tailler dans ces coûts, ces rédactions qui coûtent trop cher. C'est ce qu'a fait par exemple le journal Libération depuis 15 ans. Le résultat n'est pas tout à fait probant. Dans le sens où, évidemment, quand on commence à tailler dans les coûts, bon, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui font pas grand-chose, donc cela on peut s'en passer. Mais quand, à force de réduire la voilure et la masse salariale, évidemment, on réduit aussi les forces vives et ceux qui travaillent. Et on voit bien que Libération, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous le lisent encore, mais ça commence à s'étioler sacrément. Ça a été l'inverse pour Le Monde. Quand en 2010-2011, le trio Berger-Pigasmiel a repris Le Monde, a racheté Le Monde, ils ont dit on ne touche pas à la rédaction. On ne touche pas à la rédaction. Tout le reste, tout ce qui est derrière, le back-office, le machin, etc., comme on dit, les logiciels, etc., on peut fusionner. On peut fusionner la rédaction papier, la rédaction numérique, on peut fusionner tout ce qui est derrière, les logiciels, le siège social et tout ça, avec Télérama, avec l'Obs, avec tout ça, parce que c'est pas gênant que, bon, ça fait des économies d'échelle, mais on touche pas aux rédactions, parce que les rédactions sont les forces vives du journal. Bon, voilà. Un journal, ça coûte cher à fabriquer, mais c'est la même chose pour une rédaction de télé, de radio ou de site internet. On parle beaucoup du succès de Mediapart, et avec raison, mais Mediapart, c'est 13 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, et donc c'est pas beaucoup de moyens en journaliste, hein, c'est 45 pour l'instant, ça représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires de Mediapart. Et on pourrait prendre, bon, alors évidemment dans les médias où il y a beaucoup d'autres choses que de l'information. Je pense, si on prend TF1 ou France Télévisions. À TF1, en gros, le chiffre d'affaires de TF1, c'est 2 milliards d'euros. Mais là-dessus, la part de l'information est très réduite. L'information pour TF1, c'est une obligation légale, mais c'est surtout un produit d'appel. Pardon. C'est un produit d'appel parce que quand TF1 a été racheté en 1987 par Bouygues, TF1 faisait 45% de l'audience, de l'ensemble de l'audience de la télévision française, et le carrefour du 20h autour, avant et après, comme on dit, le prime time, l'access prime time, etc., c'était le cœur de la publicité de TF1, et donc le cœur du réacteur, et donc le cœur des recettes. Donc le 20h de TF1, ça reste un produit d'appel pour attirer l'audience, et puis après ça, si les grilles sont bien faites, on les garde un peu avant, enfin on les a déjà un peu avant, on les garde un peu après, et entre-temps, on leur largue de la publicité dans le temps de cerveau disponible, comme disait M. Patrick Lelay. Bon, mais ça n'empêche que, là aussi, TF1 n'a jamais cherché à trop diminuer sa rédaction, parce qu'ils savent que s'ils se privent du 13h de Jean-Pierre Pernaut et du 20h, bon, ils se privent de clients, ils se privent d'auditeurs et donc de recettes publicitaires. Et le but, c'est quand même de gagner de l'argent quand on est une entreprise, y compris le média. Bien. Alors, on va aborder
la période récente, hein, avec ce dessin de Reiser, c'est la crise de la presse en France, elle commence en 1972, avec la fermeture de Paris Jour. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, c'était une tentative de faire un tabloïd, un journal populaire à la française, dans les années 60. Fermeture de Paris Jour, qui est suivie de la disparition de toute une série d'autres titres, dont le plus emblématique est Combat en 1974. Tous les titres créés au moment pendant la Résistance, dans la Résistance ou tout de suite après, disparaissent les uns après les autres dans les années 50, 60 et surtout 70. Et donc la presse est malade, c'est ainsi que l'exprime Reiser, sauf Charlie Hebdo et évidemment... Bonjour madame. C'est pas grave. Ben oui, mais venez, n'hésitez pas. Soyez la bienvenue. Je ne sais pas si j'ai... Je sais pas, il y a du courrier. C'est pas vous. C'est pas pour moi en tout cas, je pense. Voilà. Je vous prouve. Très bien, excusez-moi. Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Oh là là, moi c'est quand je suis dans un amphi et qu'il y a un téléphone portable qui sonne, je dis à l'étudiant, si c'est pour moi, vous dites que je ne suis pas là. On oublie tous à un moment ou à un autre d'éteindre son portable et on se errare humanum est. Donc voilà, la presse est malade. Bon, alors c'est assez drôle. Voilà c'est juste un graphique comme ça, c'est pour les tendances, hein, c'est pas pour vous montrer, c'est pour vous montrer d'abord que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie et que je sais faire des choses, mais en jaune, c'est la courbe du haut, c'est la diffusion de papier de la presse française de 1945 à nos jours. Vous voyez qu'après les aléas pendant la libération et après, ça remonte jusqu'en 1968-69. Et puis depuis 1968-69, c'est la dégringolade évidente. La dégringolade, elle est moins rapide dans la courbe intermédiaire en rose, qui est la presse quotidienne régionale. Elle est plus rapide dans la courbe en bleu, qui est la presse quotidienne nationale. Pourquoi? Parce que la presse populaire disparaît en France à partir des années 70. Elle s'écroule. Paris Jour, je vous l'ai dit. François, qui est à son sommet au début à la fin des années en 58, 59, 60 et qui décline à partir de 70 très rapidement parce que François ne sait pas affronter l'arrivée de la télévision et bon voilà. Le Parisien qui était à son sommet aussi en 74 et qui subit une grande grève, etc. et qui décline aussi. Bon, bref, il y a un déclin plus rapide de la presse quotidienne nationale, moins rapide de la presse quotidienne régionale, et de toute façon un déclin de l'ensemble. Et puis les deux courbes bleues, c'est celle qui est en bas, là, en bleu foncé, enfin, c'est la presse quotidienne gratuite. Et si j'ajoute à la courbe jaune la courbe de la presse quotidienne gratuite, ça me donne le bleu clair, enfin le vert bleu, là, qui est en haut. Hein, pour vous montrer que de toute façon, ça continue à dégringoler, même y compris avec les gratuits, qui sont en train de s'étioler eux aussi et qui ont un problème. Mais vous voyez que ce n'est pas les gratuits qui ont tué la presse, ce n'est pas Internet qui a tué la presse. La presse quotidienne française est en crise depuis les années 70. Parce qu'elle n'a pas su, contrairement à d'autres époques, affronter les nouveaux médias. Dans les années 30, elle sait affronter la radio. Comme la radio va plus vite, comme la radio peut faire des reportages en direct, c'est pas la peine d'essayer de faire comme la radio, on peut pas. La presse, le temps d'écrire l'article, le temps de le composer, de l'imprimer, de le diffuser, il y a 6, 7, 8 heures entre... Bon. Donc on a 8 heures de retard sur la radio, c'est inévitable. Hein, 6 heures au maximum. Alors, soit on peut anticiper, mais ça donne des catastrophes, parce qu'on prévoit un événement avant qu'il arrive, et s'il n'arrive pas, c'est bon. Par exemple, Ningesser et Colli qui traversent l'Atlantique et qui... Dans la presse française, ça fleurit, ils sont arrivés, ils sont acclamés à New York, etc. Manque de chance, ils sont tombés au fond de l'océan. Ça fait un peu ridicule.
Donc voilà, et ça, bon. Donc on ne peut pas anticiper, on peut anticiper évidemment sur quelque chose, on peut, mais, et encore, on peut dire qu'il y aura une cérémonie le 14 juillet, mais si on est à Nice, il ne vaut mieux pas dire de bêtises. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on ne peut pas anticiper sur... bon. On ne peut pas aller plus vite, on ne peut pas anticiper, donc il faut faire autrement. Et c'est à ce moment-là que la presse développe les grands reportages, les Albert Long, les Joseph Kessel, etc., les grands reportages au long cours qui durent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans les feuilletonnés dans les grands quotidiens, et puis la photographie. La radio n'a pas de photo, évidemment, et donc on développe les Paris Soirs, etc., et c'est à cette époque-là que naissent aussi les magazines de photographie, sur le modèle de Time ou de Life aux États-Unis, mais c'est vues, c'est regards, etc. Donc bref, on a ces matchs, etc. On a toutes des armes pour lutter contre la concurrence de la radio dans les années 30, 40, 50. Quand se développe la télévision, c'est surtout dans les années 70. Même si elle est née en 49 en France officiellement, elle est confidentielle, personne n'a de poste, il n'y a qu'une seule chaîne, puis deux, enfin c'est bon. À partir des années 70, la France s'équipe, les Français s'équipent en poste de télévision, il y a 3 chaînes et il y a la couleur. Donc déjà, ça... Bon. Et là, la presse ne sait pas comment affronter la télévision, et la télévision lui pique sa clientèle. Elle ne sait pas parce que, bon, alors, la presse populaire s'écroule alors que, par exemple, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, la presse populaire existe, mais au prix évidemment d'un changement de nature, c'est-à-dire en faisant du scandale, en faisant du sport, en faisant des pin-up à poil pour le Sun, ou etc. Mais ça permet de... Le Sun vend encore plus d'1 million d'exemplaires par jour actuellement. Son maximum c'était près de 4 millions, mais il en vend encore plus d'1 million d'exemplaires. Mais il y a aussi en même temps tout un circuit économique. C'est-à-dire que le Sun pourrait être diffusé partout en Angleterre à 80 000 points de vente, alors qu'en France, il y en a 25 000. Donc, ce n'est pas des points de vente dédiés à la presse comme on fait en France, c'est des points de vente dans les supermarchés, les supérettes, les machins, partout. Enfin bon, bref, voilà. Il y a un système économique, vous voyez. Bon. Et surtout, le Sun a une très forte rédaction. Au Sun, il y a 600 journalistes. Enfin, à l'époque, là, maintenant, il y en a un peu moins, mais il y en avait 600, c'est-à-dire que plus qu'au Monde ou au Figaro. Hein, parce que si vous avez le Sun, c'est un journal trash, comme on dit, hein, vulgaire, etc., où il y a des gros titres, des gros chocs et des grosses photos, etc. Mais en même temps, il y a une couverture de l'actualité politique, etc., certes avec des partis pris très souvent, mais il y a une vraie couverture politique. Bon. Et donc, le résultat, c'est qu'on a un journal de 64 pages et non pas de 18 pages comme on en a en France, voire, j'ai acheté l'autre jour des journaux, j'étais étonné, il y a des journaux de 12 pages. Je l'ai feuilleté, il n'y a rien dedans. Bon. Voilà. Donc la presse n'a pas su affronter la télévision. Et maintenant, évidemment, le troisième problème, c'est affronter le numérique. C'est la révolution numérique. Alors là, c'est évidemment extrêmement difficile. On va reparler de la concentration après. C'est extrêmement difficile parce que les journaux ont été obligés de faire des sites internet. On dit souvent qu'ils ont fait une erreur de faire des sites internet gratuits, etc. Dans les années 95-97, quand naissait Internet. Pouvait-il faire autrement? Il ne pouvait pas faire autrement, parce que sinon c'était les Yahoo, les Google, etc., qui auraient fait des sites d'information internet gratuits. Et donc ils étaient obligés de... Bon. Alors maintenant, depuis déjà plusieurs années, ils essayent de reconvertir leur site internet du gratuit au payant pour souscrire des abonnements, etc. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait avoir beaucoup plus en amont. Et c'est la force des quelques journaux qui s'en sortent bien. C'est ceux qui, dans les années 90, avaient une politique de fidélisation par l'abonnement. 90-2000. Tournant des... C'est ce qu'a fait Jean-Marie Colombani au Monde, c'est ce qu'a fait Rupert Murdoch au Times, c'est ce qu'a fait les Schulz-Berger au New York Times, c'est politique d'abonnement. Plutôt que de vendre en kiosque, on continue à vendre en kiosque au numéro,
on essaye de fidéliser les abonnements parce que, pourquoi? Le client abonné, il est évidemment plus fidèle. Ensuite, avec le prélèvement automatique, on n'a plus de soucis financiers. Avant, les abonnés, il fallait faire des relances, qu'il envoie des chèques, qu'on encaisse les chèques, etc. Maintenant, le prélèvement mensuel automatique, ça coule de source et puis les gens hésitent à se désabonner. Bon. Donc, prélèvement automatique, fidélisation. Bien sûr, celui qui est mécontent, il se désabonne, mais c'est quand même assez rare. Et ça permet, c'était ce qu'a fait on va encore prendre Le Monde, parce que j'ai fait ma thèse sur Le Monde, alors je connais par cœur. Il y a fort longtemps, mais je me tiens au courant. Le Monde est passé d'une vente 3/4 en kiosque, 1/4 en abonnement, à une vente entre 1995 et 2005, à une vente 60% en abonnement, 40% en kiosque. Ces 60% d'abonnés, depuis 2005, il peut les transférer vers le numérique, vers l'abonnement numérique, en offrant gratuitement à tous ces abonnés papier l'accès au site numérique. Donc tous ceux qui veulent, ils reçoivent le papier et le numérique. Et puis si on veut arrêter d'acheter le papier, on peut avoir un abonnement numérique pur. Et petit à petit, le transfert se fait. Et maintenant, il y a 55% des ventes du monde qui se font numériques et 30% qui se font en abonnés papier et le reste, c'est-à-dire entre 15 et 20% à peu près, en vente en kiosque et réseau du même type. Les kiosques, c'est fini. Les kiosques, c'est mort. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la crise de Prestalis, etc. La diffusion de la presse papier, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'on a fermé toute une série de kiosques parce qu'ils étaient plus rentables. Parce que les pauvres gens qui travaillaient là-dedans, ils n'avaient plus les moyens de payer leur loyer. Alors, les kiosques financés par la ville de Paris, qu'on trouve là sur les trottoirs, ça va encore, parce que c'est la ville de Paris qui paye. Et puis, l'entreprise Jean-Claude Decaux qui les traite comme des panneaux publicitaires. Hein. Tout le autre kiosque, c'est de la publicité qui permet de financer le kiosque. Et donc, le marchand de journaux qui est dans le kiosque, il peut arriver à vivre encore de sa vie. Il n'a quasiment pas de loyer à payer, etc. Bon. Mais toutes les autres boutiques qui sont les marchands de journaux qui sont en boutique, ils sont victimes de loyers exorbitants par rapport à leur chiffre d'affaires. Quand ils vendaient beaucoup de magazines, et donc petit à petit, ils ferment les uns après les autres. Et qu'est-ce que ça fait? Comme on a une double offre d'un côté numérique et de l'autre côté de moins en moins de marchands de journaux, eh bien on y va de moins en moins. Moi, j'ai bien vu quand mon marchand de journaux a fermé il était en bas de chez moi, il était à 5 mètres en bas de chez moi, 10 mètres en bas de chez moi, enfin le numéro d'à côté, j'allais acheter le journal. Et puis après ça, il a fallu que j'en trouve un à 200 mètres. Et maintenant, il faut que j'aille à 500 mètres. Je suis navré, mais j'y vais pas tous les jours, matin et soir. Voilà, parce que j'aime pas marcher. Au contraire, j'aime beaucoup marcher, mais bon, voilà. Hein, c'est pas le problème. Et puis, j'ai accès au numérique de plus en plus, donc voilà. Alors, la concentration. J'aime bien parce que c'est un journal conservateur. Hein. Le Figaro, c'est pas un journal d'extrême gauche. Hein. Jacques Faisan n'est pas un dessinateur d'extrême gauche non plus. Et l'idée française, hein, c'est donc en 72, c'est le grand discours de Pompidou sur les médias, c'est là où il parle de la télévision, le journaliste à la télévision, c'est la voix de la France, enfin bon, etc. Et on est dans le début des concentrations, et notamment le groupe Persan qui se constitue, qui a commencé à se constituer dans les années 60 et qui petit à petit rachète une bonne partie de la presse régionale, et les années suivantes, le Figaro, François, l'Aurore, etc. Donc, concentration dans la presse, et concentration dans la presse magazine autour de Hachette Lagardère, enfin Hachette d'abord, puis qui deviendra Lagardère après. Donc on a un double mouvement de concentration. Et pour les journalistes, c'est toujours la même chose. La concentration, ça veut dire la perte d'emploi. Or, c'est pas vrai. C'est pas forcément vrai. Il y a la réalité. La réalité est que la presse, les médias, que ce soit presse, radio ou télé, sont des industries mûres, des industries anciennes. Et toutes les industries, les vieilles industries, se concentrent. Dans les années 1900, il y avait beaucoup plus d'entreprises automobiles que maintenant. Maintenant, il y en a beaucoup moins dans le monde entier.
Dans les années 1900, il y avait beaucoup plus de sidérurgistes que maintenant, il y en a de moins en moins, etc., etc. Les industries mûres sont des industries qui se concentrent. Pourquoi? Parce que ça fait des économies d'échelle, etc. Mais encore une fois, la question, bien sûr, c'est est-ce qu'on mutualise tout le journalisme ou pas? On va en voir quelques... Alors évidemment, la question de la propriété des médias, c'est ça. Serge Dassault et Nicolas Sarkozy, au Salon du Bourget, après l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, et donc Serge Dassault qui lui présente toutes les belles choses. C'est pas de la concentration, là, c'est du changement. Il ne faut pas que je m'approche de... C'est pas de la concentration, c'est un changement de propriétaire. Pourquoi c'est pas de la concentration? Parce que Serge Dassault rachète l'ensemble du groupe Persan et il revend tout sauf le Figaro. Il garde le Figaro parce que c'était ça son objectif, mais il revend tout. Tout le reste, tous les quotidiens régionaux, tous les magazines, tout ça, tout est revendu à différentes... C'est donc de la déconcentration. Mais qu'est-ce qu'il voulait? C'était avoir le Figaro. Et là, alors on se dit, mais alors, c'est pour évidemment avoir de l'influence. Oui, certes. C'est aussi une vengeance personnelle à l'égard de son père. Il ne faut pas oublier que l'hôtel de Marcel Dassault et de Serge Dassault était place du rond-point des Champs-Élysées, et que l'hôtel du Figaro était place du rond-point des Champs-Élysées, de l'autre côté des Champs-Élysées. C'était face à face, sur le rond-point des Champs-Élysées. Et Marcel Dassault a toujours souhaité acheter le Figaro. Il a lancé quelques journaux, Bonjour de France, mais il voulait acheter le Figaro, c'était son rêve, c'était etc., etc. Et il n'a jamais pu. Et comme Serge Dassault était profondément méprisé par son père, qui considérait que c'était un nul, que c'était... pourquoi? Parce qu'il n'était pas capable de concevoir un avion, alors que lui, il concevait des avions, mais il était capable de faire d'autres choses. Mais bon, c'est assez étonnant, ces haines familiales. Et là, il s'est vengé après... bref, il y a ça. Bien sûr, il sait se servir de ses sous, hein. Donc il n'a pas acheté ça en pure perte. Évidemment, quand il s'agit de contrats des Rafales, le Figaro est dithyrambique. Mais c'est pas le seul. Si vous regardez France 2 ou TF1, c'est exactement pareil. Hein. Dès qu'on arrive à vendre 30 Rafales au Qatar, c'est extraordinaire. Bon, donc c'est le fleuron de l'industrie française. Alors, évidemment, on ne va pas trop critiquer aussi les clients potentiels du Rafale. Et là, ça devient plus compliqué pour les journalistes. Et puis, quand il y a des affaires judiciaires, quand il a eu quelques ennuis à Corbeil-Essonnes, M. Dassault, parce qu'il en était le maire et qu'il avait un peu la propension à distribuer les billets pour se faire élire, c'est un peu gênant. Alors là, le Figaro marche sur des œufs, mais il est forcé d'en parler. Il est forcé d'en parler parce que, de toute façon, ça vient aux oreilles de tout le monde. On ne peut pas cacher ce genre de choses. Le Monde en parle, le Canard enchaîné en parle, Libération en parle, même la télé en parle. Le lecteur du Figaro, il faut qu'il soit informé. Alors, évidemment, on le fait avec précaution, etc. Bon, voilà. Mais il faut qu'il en parle. Il faut qu'il en parle. Donc on ne peut pas cacher. Ça n'empêche que c'est le premier industriel hors du secteur qui met... Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est faux. Encore une fois, c'est complètement faux. Parce que les Français ont la mémoire courte, disait le maréchal Pétain. Je ne sais pas que je veuille me réclamer de lui, mais c'est juste une citation. Je rends à César ce qui appartient à César. C'est complètement faux. Les investisseurs dans la presse, le plus grand investisseur dans la presse du XXe siècle, c'est Jean Prouvost. Jean Prouvost, la lainière de Roubaix. Grand patronat textile du Nord. Grosse fortune, etc., qui, à partir des années 1920, investit dans la presse. Il adorait la presse. C'était son hobby. Il faut dire que le textile, la lainière, le machin, c'est amusant, mais enfin quand même, ça permet de gagner de l'argent, mais la presse, c'est quand même plus rigolo. Et donc, il rachète 2 petits journaux, Paris Midi, Paris Soir, et il les transforme, et il fait de Paris Soir le plus grand quotidien français de tous les temps, qui tirait à 2 millions d'exemplaires en 38, 39, 40, enfin, jusqu'à la guerre. 2 millions d'exemplaires vendus chaque jour. Quelque chose, quand même. Hein. Bon. Il rachète un petit journal Match, et il en fait un hebdomadaire d'actualité photographique, qui s'appelle toujours Match, et qui, après la guerre, prendra le nom de Paris Match. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Il fonde un journal féminin, Marie-Claire, en 1938. Vous avez peut-être déjà entendu parler aussi.
c'est vraiment un canardier, comme on dit. Bon, comme il a été le dernier ministre de l'Information de la Troisième République. Il est nommé à ce poste en mai 40 et il a le tort d'y rester au vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. Il démissionne le 11. C'est important la chronologie. Il démissionne le 11 parce qu'il ne veut pas participer au gouvernement du maréchal Pétain. Mais tous les ministres de Pétain ont été pourchassés à la Libération. Et comme lui, il avait été un jour ministre de Pétain, il a été aussi... Bon, son procès, mais pendant 3 ans, entre 44 et 47, le temps que se fasse son procès, il ne peut plus rien faire parce que tous ses journaux sont saisis, etc., etc. Bon, bref, c'est pas pour... Mais c'était Et il revient à la presse quand on lui redonne la possibilité de publier, donc il relance Marie-Claire qui n'avait pas été inclus, enfin bon, il reprend Match et il en fait Paris Match parce qu'il n'a pas le droit d'utiliser l'ancien nom parce qu'il a été interdit à la Libération, mais bon, voilà. Et puis, il se relance dans la presse, il rachète la moitié du Figaro d'abord, puis l'autre moitié en 1967. Et puis, il lance toute une série de journaux, notamment des magazines, quand il voit apparaître le phénomène de la télévision, et c'est lui qui lance Télé 7 jours. Donc, vous voyez que quand il meurt à la fin des années 60, au début des années 70, il possède Paris Match, Marie-Claire, Le Figaro, Télé 7 jours et quelques bricoles autour. Il est en plus actionnaire principal de RTL. Voilà, et puis quelques bricoles encore. C'est pas mal, c'est quand même un... Bon. Et c'est un industriel de la laine, hein, de Roubaix. Voilà. Donc, faut se méfier des a priori. Bon, ça n'empêche que quand il meurt, enfin quand il vend son groupe, enfin une partie de son groupe à Hachette, Paris Match, 7 jours, etc., c'est vendu à Hachette, les magazines, Le Figaro à Hersant, à Robert Hersant, et puis ses petites filles, Evelyne Prouveau et ses 2 sœurs, gardent Marie-Claire et possèdent encore le groupe Marie-Claire, qui est toujours dans le giron de la famille. Bon, voilà. Mais, vous voyez, c'est... L'autre cas, bien avant Serge Dassault encore, c'est Lagardère. Jean-Luc Lagardère qui faisait des fusées, là. C'était Matra Lagardère, c'était des fusées, des armes, comment ça s'appelle, enfin, il y avait des voitures aussi, mais ça c'était un épiphénomène, mais surtout des missiles, des trucs et des machins, des armes. Fortune faite là-dedans. En 1980, il rachète Hachette. Le groupe Hachette, très vieux groupe, qui était d'abord un groupe de livres, évidemment. Hein, l'édition Louis Hachette, c'était l'édition scolaire, mais pas seulement. Je vais vous raconter l'histoire de Louis Hachette, ça va nous égarer. Personnage très intéressant, donc, et qui fait de l'édition scolaire, et qui entre dans la presse par la diffusion. Il passe... Pour vendre ses livres de poche, l'ancêtre des livres de poche qui étaient reliés, mais qui étaient des livres de poche bon marché, pour les vendre plus facilement, il installe des bibliothèques de gare. Il passe des concessions avec toutes les gares, tous les circuits à l'époque privés, la compagnie PLM, la compagnie du Nord, etc. Et il installe, puisque le chemin de fer est lent dans les années 1850-60, les gens ont tendance à acheter un bouquin pour le lire pendant les 8 heures pour aller à Lyon. Bon, voilà. Bref. Donc et il se dit, pour rentabiliser tout ça, je vais distribuer aussi de la presse, puisqu'il voit que la presse est en train de... Et il crée des kiosques dans les rues parisiennes, et surtout, il distribue de la presse dans les gares. Et petit à petit, il devient le plus grand distributeur de presse en France. Et logiquement, quand un titre va mal, eh bien, on fait appel à Hachette pour le reprendre, parce que Hachette, il a envie de garder du flux dans son circuit de distribution. Et c'est ainsi que petit à petit, Hachette devient éditeur. Il ne se lance jamais dans la presse. Enfin, si, à un moment, ils ont soutenu le François de Pierre Lazareff, mais bon, et puis après ça, ils l'ont vendu.
Mais sinon, il se lance très peu dans la presse quotidienne d'information parce qu'il trouve que c'est trop politique, c'est pas assez business et tout ça. Mais les magazines, et petit à petit, Hachette devient un... Bon. Et Lagardère reprend tout ça. Et Lagardère reprend ça avec, dans les années 80 et continue. Voilà, donc c'est aussi c'est les missiles qui permettent d'acheter les journaux. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'était il y a 38 ans. Bon, ça n'empêche. Alors voilà. Dans les chronologies récentes, d'abord, c'est la mutation de la télévision. 1987, les privatisations, la privatisation de TF1, et puis la création de nouvelles chaînes avec Canal, enfin, 84, 85, 86, avec Canal+, M6, etc., etc. Bon. Mais en même temps, on a voilà, quelques problèmes. Constitution plus éclatement du groupe Vivendi. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, Vivendi, c'est la première période Vivendi, pas celle de Bolloré, la période Jean-Marie Messier. Vous vous souvenez peut-être. Jean-Marie Messier, qui était le PDG de la Compagnie Générale des Eaux, une vieille compagnie française fondée en 1853, qui faisait, qui transportait de l'eau, qui l'épurait, etc. Enfin, bref, voilà. Bon, et qui trouvait là aussi que c'était pas très drôle tout ça, donc il s'est lancé dans les tuyaux, c'est bien, mais il s'est lancé donc dans les médias, le cinéma, le livre, etc., etc. Et donc il a racheté petit à petit toute une série de choses, Universal Music, Canal+, et puis il y avait de très grands éditeurs français qu'il a racheté aussi, le groupe Général Occidental, Compagnie Européenne de Publication, qui possédait plus de 200 titres de presse magazine et professionnels, le groupe L'Express, Le Point, etc. Et puis à partir de 2001-2002, ça explose parce qu'il est tellement endetté que ça ne marche pas, etc. Il revend par morceaux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a c'est une déconcentration massive parce que les 200 magazines de la CEP Communication sont vendus à 10 opérateurs différents. L'Express et Le Point sont vendus l'un à Pinot et l'autre à Dassault d'abord, qui les revend ensuite aux Belges. Enfin bon, bref. C'est un éclatement. Bon, constitution puis éclatement du groupe Le Monde, c'est une chose importante. À l'époque de Jean-Marie Colombani, Jean-Marie Colombani considérait qu'un journal isolé ne pouvait plus survivre. Qu'il fallait soit qu'il soit intégré à un groupe de presse, soit qu'il constitue lui-même son groupe de presse pour conserver son indépendance. Et donc, à marche forcée, il a essayé de racheter, il a racheté les publications de la Vie catholique, toute une série de publications, le Midi Libre, etc. Et il voulait continuer ça. Et puis, il a été arrêté, la rédaction a refusé, enfin bref, il y a eu un éclatement. Reste quand même Télérama, La Vie et Courrier International, et puis après ça, mais ça c'est bon. L'achat de l'Empire récent par Serge Dassault, tous les titres sauf Le Figaro sont cédés. Alors j'ai mis le forum permanent et les sociétés de journalistes, parce que ça c'est aussi quelque chose d'important. Les sociétés de journalistes, c'est des gens qui dans chaque journal essayent de faire de promouvoir l'indépendance de la rédaction face aux actionnaires et puis l'éthique de la rédaction, etc. Et on voit bien que quand il y a une série de rachats, de ventes et d'échanges, ça pose problème aux rédacteurs, et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont créé une structure, forum permanent, qui a disparu depuis, enfin, donc il est permanent, pas très permanent, pour essayer d'agir contre la concentration, les transferts de propriété, etc. En 2005-2007, Édouard de Rothschild devient le premier actionnaire de Libération et fait un plan social, recapitalisation, etc. Mais Libération est un journal qui, depuis 1974, brûle du capital. Il y a quasiment tous les 3, 4, 5 ans, il faut réinjecter du capital dans Libération. Alors jusqu'en 81, c'était du capital, comme on dit maintenant, du crowdfunding, du capital militant
soit de célébrités, Jean-Paul Sartre, quelques autres qui rajoutaient au pot régulièrement, soit de gens qui lisaient le journal et qui donnaient de l'argent parce qu'il fallait sauver le journal. Le crowdfunding, hein, vous savez, c'est l'idée, on fait cotiser les gens sur Internet, là, KissKissBankBank ou je sais pas quoi, et vous financez un journal comme ça. Ça a toujours existé. Libération le faisait dans les années 70, l'Humanité le fait régulièrement, et l'Humanité de Jaurès a été fondée comme ça. Jean Jaurès, en 1904, fonde son journal, l'Humanité, grâce au crowdfunding. J'ai chez moi, parce que je suis un collectionneur invétéré, une action de l'Humanité et une obligation de l'Humanité, c'est extraordinaire. Il fait d'abord des actions en 1904, et puis en 1907, parce que ça ne marche pas, qu'il y a besoin d'argent, il lance un plan d'obligation, et donc j'ai une action de 25 francs de l'époque, ce qui est cher, 25 francs or, 1907, hein, ça fait au moins une centaine d'euros actuels, mais enfin, c'est pas dramatique, avec 3% de dividendes, enfin d'intérêts, voilà, par an, et les intérêts sont garantis par le Parti socialiste. Bon, plus maintenant, hein, vous affolez pas. Mais, je ne peux pas aller leur réclamer parce qu'ils ont vendu leur siège. Donc, mais bon, mais c'est très drôle, quoi. Bon, c'est du crowdfunding. Hein, alors, ça fait très moderne et très jeune de dire crowdfunding, mais c'est du financement participatif, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, bref, il y en a eu plein de... Et Libération, ça a été ça pendant un certain temps. Puis après ça, c'est des grands industriels ou des grands... Certes, qui avaient une sympathie pour Libération, mais d'abord, c'est Pathé, Jérôme Sédou, les frères Sédou, qui doivent être dans le coin. Oui. Ils sont ici, ils sont à côté. Hein, oui, c'est les protestants, la haute société protestante, bon, voilà, les Schlumberger, les Sédou, etc. Bon, bref, ils avaient des sympathies, etc. Puis une sympathie pour... Mais à un moment, Jérôme Sédou détient 85% des actions de Libération. Il n'a pas gagné un sou avec, ne vous inquiétez pas. Il a dépensé 75 millions de francs de l'époque en pure perte. Il ne les a jamais revus. Il y a eu un moment, c'était Danone, le PDG de Danone, Ribou, pas Franck, mais son père, je ne me souviens plus comment il s'appelle son prénom, mais... Antoine Rioux. Antoine Ribou, merci. BSN Gervais Danone, hein, bon voilà. Antoine Ribou, non mais j'ai comme ça des trous de mémoire, c'est le grand âge, ça commence. Bon, et Antoine Ribou, bon, il a financé aussi un moment. Puis après ça, ça a été Rothschild. Alors, Édouard de Rothschild, c'est là où il faut voir les motivations intimes des gens. Édouard de Rothschild, que venait-il faire dans cette galère? Il a mis 30 millions d'euros pour acheter Libération, pas pour le racheter, pour le refinancer. C'est quand même quelque chose. Bon. Surtout qu'à l'époque, il est aisé, hein, c'est un Rothschild, on ne va pas dire. Mais moi, j'avais trouvé le montant de sa fortune, dans les classements en challenge, il était à 180 millions de patrimoine. Ça veut dire qu'il a mis un sixième, 17% de sa fortune dans Libération. Et un jour, je lui ai demandé, mais ça vous fait quoi d'avoir mis 17% de votre fortune en pure perte dans un journal? Il était un peu gêné pour me répondre. Il ne savait pas, hein, j'ai croisé un jour dans un port. Moi, je dis qu'il s'est acheté un prénom. Il était le président de France Gallo, il l'est toujours. Et il s'occupait beaucoup de cheval, il aime beaucoup le cheval, etc., tradition Rothschild, mais bon. Et puis son demi-frère David de Rothschild est le PDG de la banque, et voilà, et c'est lui qui mène la baraque, et lui, il a un poste, bon, mais enfin, bon. Il n'avait pas de prénom. Il n'avait pas de prénom. Personne ne connaissait Édouard de Rothschild, à part dans le milieu du cheval. Et donc, il s'est acheté un prénom. À partir du moment où il était PDG de Libération, alors là, les portes se sont ouvertes, son prénom a fleuri partout. Ça fait cher du prénom, c'est sûr. Mais bon. Bref. Après ça, il est obligé de revendre, parce que, enfin, il redonne. Parce qu'à chaque fois, il a perdu 30 millions d'euros. Bon. Bernard Arnault, qui avait acheté la Tribune dans les années 1990 et qui ne supportait pas que son journal ne soit pas le premier, parce que Bernard Arnault veut être le premier partout, comme César.
Et les Échos, qui était le plus vieux journal économique français, fondé en 1908, etc., qui était toujours devant la Tribune, et la Tribune était déficitaire et les Échos étaient bénéficiaires. Ça s'expliquait de façon extrêmement simple. Hein. Dans la plupart des pays du monde, il n'y a qu'un seul quotidien économique. Il n'y a qu'en France où il y en avait deux. Premier point. Hein. En Angleterre, il y a le Financial Times, aux États-Unis, il y a le Wall Street Journal. En Allemagne, le Financial Times Deutschland s'est écroulé après 10 ans d'existence parce qu'il ne pouvait pas concurrencer le Handelsblatt, etc., etc. Bon, bref, en France, la Tribune, ils ont voulu créer... Les Échos était un journal qui marchait bien et la Tribune n'a jamais marché parce que jamais pu concurrencer. Quand on a la place de premier, ces journaux vivent essentiellement des publicités financières obligatoires et des achats en groupe par les entreprises. Donc, quand vous faites une publicité financière, quand vous êtes un groupe mondial qui rachète une entreprise et que vous êtes obligé de passer 3 pages de trucs fiscaux, financiers, etc., dans un journal financier, tant qu'à faire, vous essayez de faire parler de vous. Donc, vous le passez dans le journal le plus important, celui qui est le plus lu. Donc, la publicité dans les Échos valait 4 fois plus cher que celle de la Tribune, et voilà, et ainsi de suite. Alors, ceux qui voulaient faire plaisir, ils mettaient aussi dans la Tribune, mais voilà. Donc, la Tribune, ça n'a jamais marché. Du coup, Bernard Arnault, très vexé, a dépensé 250 millions d'euros, plus 30 millions d'euros qu'il a donné à Alain Veil pour qu'il s'occupe de la Tribune, 280 millions d'euros pour racheter les Échos. C'était beaucoup trop cher. Les Échos est un groupe, le groupe Les Échos est un groupe rentable, mais qui rapporte, bon an, mal an, entre 5 et 10 millions d'euros par an au maximum. Donc vous voyez que et encore, au début, il y a eu beaucoup plus... Pour rembourser 280 millions d'euros, vous allez me dire, c'est pas grave, Bernard Arnault, il peut se permettre. C'est vrai, il a une fortune estimée à 20 milliards d'euros, donc 280 millions d'euros. Mais quand même, ça les chagrine, vous savez, ça les chagrine tous, hein, parce que bon, on voit bien, quand ils mettent leur yacht dans des paradis fiscaux, c'est qu'ils ne veulent pas payer d'impôts, donc ça les chagrine quand ils perdent des sous, quoi. Bon. Voilà. C'est vrai que c'est pas énorme, à mesure où il détient 51% de LVMH, donc il va toucher 2,5 milliards de dividendes cette année, plus ses salaires, plus les frais, etc. Donc ça va. Mais, enfin, bon. Donc il a racheté, et là il vient de racheter Le Parisien. Alors ça c'est assez étonnant. C'est essentiellement le dirigeant des Échos, qui s'appelle Francis Morel, qui a été PDG du Figaro avant et qui a été évincé par Dassault, et qui est devenu PDG des Échos. Et c'est lui qui veut faire un groupe de presse. Hein. Bon, voilà. Alors, marier Le Parisien et les Échos, ça paraît un peu bizarre, mais bon, les deux rédactions sont séparées. Hein. Bon. Donc en 2010, Berger, Niel, Pigasse, enfin Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse reprennent le groupe Le Monde, puis en 2014, l'Obs. Avec le Monde, ça a bien marché. Ils ont mis 110 millions d'euros à E3 pour acheter l'ensemble du groupe qui comprend Le Monde, Télérama, Courrier International, le groupe, enfin ce qui reste de la vie catholique, donc pas grand-chose, et Le Monde diplomatique, il ne faut pas l'oublier, hein, qui est l'anticapitaliste le plus virulent, mais qui est détenu par Pigasse et Niel. Hein, c'est le truc le plus rigolo de l'affaire. Bon. Donc Pierre Berger est mort l'année dernière. C'est donc Niel et Pigasse qui détiennent à 50-50 l'ensemble du groupe auquel s'est ajouté l'Observateur. Ils ont réussi à au moins rentabiliser le groupe Le Monde. Hein. Ça y est, c'est fait depuis 3 ans. Donc ils n'ont pas mis beaucoup de temps. Hein. Louis Dreyfus, le PDG du groupe Le Monde, s'est bien débrouillé, et tout en misant sur la rédaction. Ils ont réussi à transférer une bonne partie des abonnements sur le net. Avec l'Obs, ça marche beaucoup moins bien. Ça marche beaucoup moins bien parce que les magazines sont en crise. Le magazine, il correspond à quoi? À la vie des années 60, des cadres moyens et supérieurs des années 60. Quand on découvre le week-end, jusque dans les années 50, on travaille le samedi matin, voire le samedi toute la journée.
à partir des années 50, fin des années 50, début des années 60, on a le week-end. Et puis on a la voiture qui permet d'aller en week-end. Et donc les petites gens, ils vont au supermarché, mais les cadres moyens et supérieurs, ils vont en week-end. Et donc ils partent dans leur maison de campagne, etc., etc. Bon, ou bien ils restent à Paris, enfin, ou dans les grandes villes. Mais le magazine type l'Express, l'Observateur, etc., c'est le magazine qui alterne photos, articles, etc., culture, consommation et tout, destiné à être acheté le mercredi ou le jeudi, ou le vendredi à la rigueur, et être lu pendant tout le week-end, voire toute la semaine. C'est vraiment ça. Et c'est bon. Un rythme qui correspond à quelque chose pour une époque qui dure, bon, et qui ne correspond plus à rien au rythme, par rapport au rythme d'Internet actuellement. Et donc les magazines se font beaucoup de soucis, et leurs propriétaires aussi, parce qu'on ne sait pas comment faire pour les... Bon. En 2014-2015, Patrick Drahi, donc Altis SFR, le champion des télécoms, rachète Libération, l'Express, BFM TV, RMC. Alors là, c'est une idée complètement différente. L'idée, c'est l'idée de la convergence. Avec SFR, ou les opérateurs Internet, les triples ou quadruples près, la Internet, télévision, radio, tout ce qu'on veut, téléphone, il faut du contenu. Alors, il y a deux situations. Soit vous êtes Orange, Bouygues ou Free, et vous considérez que le contenu, vous le transportez, mais ce n'est pas vous qui le produisez. Vous êtes des tuyaux, vous êtes la poste, quoi, vous voulez. C'est vous qui transportez les lettres, enfin bon, et tous les contenus et les paquets, mais c'est pas vous qui mettez, qui écrivez les lettres. Bon. Drahi a l'idée que certains ont eu avant lui, notamment aux États-Unis, mais aussi, c'était un peu le sens de Jean-Marie Messier avec le groupe Vivendi, c'est de se dire, si on a des contenus à proposer, on vendra plus facilement nos tuyaux. Et donc, il faut racheter Libération, l'Express, d'autres journaux, et puis surtout de la télé et de la radio. Je ne suis pas convaincu que ça marche, mais j'en profite parce que moi j'ai SFR Presse, là, je ne sais pas si vous avez ça, bon, voilà, j'ai toute une série de journaux, bon, sûrement ceux qui ont SFR ont droit à toute une série de journaux sur leur application. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais est-ce qu'il a un poids sur les rédactions? Jusqu'à présent, aucun. Il y a un problème, c'est que, effectivement, depuis Édouard de Rothschild, c'est-à-dire depuis 10 ans, hein, Libération subit des coupes claires dans sa rédaction. Ça, c'est le problème. Mais c'est un problème, comment dire, financier, c'est pas un problème de poids de l'actionnaire pour orienter la rédaction dans un sens ou dans un autre. La rédaction de Libération, elle reste une rédaction de gauche, globalement. Qu'elle soit passée de Seydoux à Rothschild et de Rothschild à Drahi, ça n'a rien changé pour la sensibilité de la rédaction. Donc vous voyez que c'est pas si simple. De la même façon que Serge Dachau n'a pas transformé le Figaro au niveau de la rédaction. Le Figaro est un journal conservateur. C'est son fondateur, Hippolyte de Villemessant, enfin, qui a racheté le titre en 1854, qui en a fait un quotidien en 1866, donc c'est l'un des plus vieux quotidiens français, et qui disait dans son testament à ses actionnaires, à ses journalistes, le Figaro est conservateur, mais il n'est que cela, il n'est pas d'une coterie, d'un homme, etc. Bon, il est conservateur. Et c'est ainsi qu'on dirait de droite maintenant, mais c'est plutôt un journal conservateur. C'est plus vrai comme c'est une meilleure définition. Alors évidemment, c'est conservateur au niveau politique, mais aussi au niveau sociétal, culturel, etc., etc. Bon, voilà. On est plus pour l'Académie française, on est plus pour... bon, bref. C'est un journal conservateur. Depuis 1866 ou depuis 1854, le Figaro a toujours été conservateur. Tantôt un peu plus à droite, quand François Coty, le parfumeur milliardaire, le rachète en 1923. Là encore, l'intervention, et là qu'il a effectivement fait pression. Mais je vais vous raconter l'histoire. Tiens, je vais vous raconter l'histoire du Figaro.
Non, ça, il faut que je me pousse. Le Figaro... Non, il y a... Est-ce qu'il y a un problème? Non, ça vient d'aller. C'est parce que je bouge trop, vous savez. C'est votre téléphone. il y a un petit effet Larsen. Donc en 1800... C'est mieux quand vous êtes. J'ai le téléphone. Le téléphone sur votre peut-être. chaise. Essayez. Votre téléphone peut-être vous l'avez pas fermé. Oui, il est bien c'est mon téléphone. Vous m'entendez là? Oui. Bon. Voilà. Donc, Le Figaro, sous Hippolyte de Villemessant, est un journal de la bonne société parisienne, et provinciale, et qui fait plein de choses, etc. Et puis à partir des années 1890, il connaît un grave problème, parce qu'en 1894, il y a l'affaire Dreyfus, et Le Figaro prend parti pour le capitaine Dreyfus, parce que le directeur du Figaro, Hippolyte de Villemessant est mort, mais le directeur du Figaro considère que Alfred Dreyfus n'est pas coupable. Il avait raison. Il prend fait et cause pour Alfred Dreyfus. Avant le célèbre J'accuse de Zola qui paraît en janvier 1998 dans l'Aurore, Zola a fait 4 articles dans le Figaro en novembre et décembre 1897 pour dénoncer toute l'affaire Dreyfus, etc. Le problème, c'est que les lecteurs du Figaro sont des gens conservateurs, catholiques, monarchistes pour beaucoup, soutenant l'armée, etc., etc., et certainement pas les juifs. Et donc, le Figaro perd ses lecteurs. Il était à 90 000 ventes en 1894, c'était ce qu'il avait atteint, son plafond, c'était un journal destiné aux élites, qui était vendu 3 fois plus cher que les autres journaux. Avec le temps, c'était 2 journaux des élites, bon, etc. Il était à 90 000 ventes en 1894. En 1900, il est à moins de 20 000 ventes. 70 000. Vous voyez, les 3/4 des lecteurs qui sont partis. Du coup, évidemment, le directeur se fait virer. Ça paraît logique. Et on reprend des positions nettement plus en accord avec le lectorat. Et le tirage remonte lentement, mais il réatteint 70 000, 80 000 au début des années 20. Et là, il y a une crise des actionnaires parce que il y a eu la guerre, il y a l'inflation, il y a tout ça, enfin bref. Et François Coty, parfumeur, milliardaire, le parfum Coty, il a fait fortune, François Fortuneau dit Coty. Il a fait fortune dans les parfums, bon, etc. Il avait une idée géniale pour industrialiser le parfum. Le parfum, en principe, c'est une odeur. Et il a tout misé sur l'emballage et sur le flacon. Et ça lui permettait de vendre dans les grandes surfaces, etc., etc. Enfin, les grands magasins de l'époque. Et donc, bon. Bref, il vendait du rêve plus que de l'odeur. Bon. Et après fortune faite, il avait des sympathies pour Mussolini, il était très fascisant, etc. Il soutenait les ligues et tout. Donc il rachète le Figaro en 1923. Et là, il en fait un journal de plus en plus se tirant vers l'extrême droite. Et même phénomène, même cause, mêmes effets, et ça c'est assez extraordinaire, c'est que, à nouveau, les lecteurs du Figaro, qui étaient certes de la bonne bourgeoisie française, mais qui étaient républicains et pas fascistes, ils étaient plus monarchistes, ils étaient plus fascistes, s'enfuient à nouveau, et en 1935, le Figaro ne vend plus que 10 000 exemplaires. Il a perdu 90% de ses lecteurs. Heureusement, François Coty divorce, sa femme récupère le journal et le relance avec Pierre Brisson et en refait un journal conservateur, mais républicain, etc., etc. Voilà, qui se saborde quand Vichy l'oblige à vouloir faire des choses en 1942, après l'occupation de la zone sud en Allemagne, par l'Allemagne, etc. Et donc, il en fait un journal conservateur, mais républicain et tout ça. Et vous voyez, le poids de l'actionnaire, il est très important, mais c'est le lectorat qui décide en dernier ressort. C'est vous et moi. On vote avec notre portefeuille ou avec nos pieds, en y allant ou en n'y allant pas, en allant chercher ou pas.
Et c'est la même chose pour la télévision, pour la radio, pour les sites internet, etc. Le poids de l'actionnaire est très important, il peut orienter, il peut... Le téléphone, il ne sonne pas en plus. Bon, bref, voilà. Voilà. Bon, alors, le problème, c'est quand l'actionnaire a des idées. Et le cas particulier, c'est évidemment Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, non seulement il a des idées, mais il a en plus des intérêts, et il a des intérêts financiers et commerciaux. Depuis maintenant quelques années, d'abord Vincent Bolloré s'est emparé de l'agence Havas. C'est une agence de publicité, donc c'est pas bien grave, hein, c'est de la publicité, et c'est pas comme ça. On a beau avoir des fantasmes en disant avec une agence de publicité, on peut orienter les annonces vers tel journal ou tel journal. Les annonceurs ne sont pas complètement débiles. On ne va pas leur forcer la main, leur faire vendre sous prétexte qu'il faut financer l'humanité. On ne va pas mettre des annonces de Mercedes dans l'UMA parce que bon, l'UMA n'achètera pas les lecteurs de l'UMA n'achèteront pas de Mercedes. Il vaut mieux les mettre dans le Figaro ou dans le Monde ou dans les Échos. Ça paraît logique. Bon, donc faut pas. Mais après Havas, donc Bolloré s'est emparé avec des différents subterfuges de Vivendi et donc de la chaîne Canal+, des 3 chaînes de Canal+, du groupe Canal+, iTélé qui est devenu CNews et D17 qui est devenu C-Star. Bon, là il y a un vrai problème, il y a un double problème. Premier problème, c'est que Bolloré ne supporte pas les émissions qui cherchent des poux dans la tonsure des patrons. Donc, les émissions d'investigation, comme on dit, supprimées à Canal+, après une affaire avec le Crédit Mutuel, parce qu'il y avait une émission sur le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, c'est un copain de Bolloré, ils se financent mutuellement et tout ça, donc hop, interdiction de passage, et puis finalement on supprime l'émission. Clair. C'est quoi? C'est moi qui... Parce que si je sors ça, ça fait moi. Positionnel. L'avancer un peu. Voilà, tourner et avancer. Bon, et puis maintenant, c'est avec... enfin, après, ça a été iTélé, hein, la grève de iTélé, parce qu'ils voulaient réformer. Le plus gros problème, c'est que Canal+ est entré au service des intérêts africains du groupe Bolloré. Bolloré exploite beaucoup de ports, de tout un tas de choses, de chemin de fer, bon, bref, tout un tas de trucs, en Afrique, surtout francophone, mais aussi un peu anglophone. Et là, en Afrique, il y a parfois des potentats locaux qui ne sont pas tout à fait très démocrates et dont l'idée de la liberté de la presse est relativement limitée. Et donc, bon, il y a eu, par exemple, Canal+ avait fait une émission sur le Togo, il a fallu rectifier le tir pour faire un truc à la gloire du président togolais. Voilà. Et là, c'est effectivement, ça agit. Alors, moi je dis, c'est pas gênant, c'est pas trop gênant. Premièrement, Canal+, c'est essentiellement un groupe de divertissement. Hein. C'est du foot, c'est de la télé. Première chose. Alors évidemment, pour CNews, c'est en effort. Mais CNews, on voit bien, CNews a perdu une bonne partie de sa clientèle en étant devenue une chaîne porte-voix de... bon. Et puis, il y a suffisamment de concurrence pour que... Mais c'est vrai que c'est très embêtant parce que Bolloré, jusqu'à présent, est le plus des interventionnistes de tous ces capitaines d'industrie qui se rachètent des médias. Voilà. Donc, bon, ça, j'avais mis, c'est la PQR française pour vous montrer qu'il y a une concentration, mais là, on va pas... Ah oui, il y avait le dispositif anti-concentration. Il y a un dispositif anti-concentration en France, hein, qui existe comme partout dans tous les pays du monde. Pour chaque média, on ne peut pas détenir plus de 40% de l'audience. Ou de la diffusion, ou etc., etc. Bon. Personne n'atteint les 40%. Donc pas de problème. Et puis, quand c'est la presse quotidienne d'information politique et générale, c'est 30% de la diffusion nationale. Personne ne les atteint non plus. Même le groupe Persan, quand il était, ne les atteignait pas.
Enfin, il y a une règle des 2/3, c'est-à-dire que si vous possédez à la fois de la presse, de la radio et de la télé, ça vous abaisse les seuils de concentration, puisqu'on considère... Bon. Mais c'est souvent... bon, voilà. Et puis les étrangers hors de l'Union européenne, les USA et la Suisse, doivent avoir un maximum de 20%. Bon, c'est pas très important. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que on parle souvent de concentration, etc., sans penser à comment c'était avant. J'ai fait une comparaison entre 1980 et 2018. 38 ans, ça fait beaucoup de temps, mais pas tant que ça. En 1980, il y a 10 quotidiens régionaux, maintenant il y en a 7. Ça a un peu baissé parce que, bon, la crise de la... 70 quotidiens régionaux, maintenant il y en a 50. En fait, il y a 10 groupes de presse. 5 hebdomadaires, maintenant il y en a 6. Je parle des hebdomadaires d'information politique et générale, parce que je ne parle pas des... Il y avait 3 radios d'État et 2 radios privées. Eh oui. Maintenant, il y a des centaines de radios, de stations de radio. Il y avait 3 chaînes d'État. Maintenant, il y a 325 chaînes, le câble, le satellite, la télé, dont 5 chaînes d'information en continu, et les généralistes qui font de l'information. Évidemment, Internet n'existait pas, et maintenant, il y a des millions de sites, dont une dizaine au moins de pure players, comme on dit, d'information gratuits ou payants. Enfin, l'économie pèse sur le paysage médiatique, l'économie pèse sur le rédactionnel, et le rédactionnel pèse sur l'économique du journal ou de la télé, etc. Mais vous voyez bien que le paysage médiatique a complètement changé. Il ne faut pas dramatiser, parce que en même temps, il s'est complètement diversifié. Il y a une offre pléthorique. Et ça, je parle que pour l'information généraliste. Si en plus vous prenez tout ce qu'il y a autour, etc., et si vous ajoutez les réseaux sociaux, il y a plutôt trop que pas assez. Et donc la grande menace, ce n'est pas la concentration ou la convergence, tout ce qu'on veut. La grande menace, c'est d'une part le manque de repères, et d'autre part la sélection par les algorithmes. Le manque de repères, parce qu'au milieu du magma de l'information actuelle, un certain nombre de gens prennent des fausses nouvelles ou des nouvelles fabriquées, etc., pour des réalités ou des vérités. Et ça, c'est un vrai problème. Et deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la bulle de l'information. C'est le système des algorithmes avec Facebook, Twitter et compagnie, et Google et tous les autres, mais aussi ça, sur les sites de vente en ligne et tout ça. L'algorithme sait ce que vous avez acheté, ce que vous avez fréquenté, donc il vous propose des choses qui sont susceptibles de vous intéresser, de vous faire plaisir, etc., etc. Si vous avez acheté un frigidaire, on va vous proposer soit d'autres frigidaires, soit des machines à laver, soit etc., etc. Bon, et ainsi de suite. Et donc, dans les Facebook et Twitter, c'est ce qu'on appelle la bulle informationnelle. C'est-à-dire que si vous avez un ami ou des amis qui sont d'extrême droite, et ben vous proposez les choses d'extrême droite. Si vous avez des amis qui sont philosophes, vous proposez de la philosophie, etc., etc. Parce que l'algorithme, il a lu votre passage, votre passé, et il va vous proposer des choses qui sont à côté. Bon, Netflix fait pareil avec propose des films. Bon. C'est là où est le gros problème actuel. Et ce qu'on... Là, je reviens à l'Observatoire de la déontologie de l'information. On parle beaucoup avec les Facebook, Twitter, les Google et compagnie, parce que, et on n'est pas les seuls, enfin le gouvernement le fait aussi, et puis d'autres instances le font aussi, il faut absolument briser cette bulle informationnelle. Alors vous allez me dire, elle a toujours existé. Oui, c'est vrai, le lecteur de l'Humanité qui était à la CGT, qui votait PC, dans les années 50 et qui travaillait chez Renault, le Figaro, pour lui, c'était des fake news. Hein. Bon, c'est clair. Et inversement, pour le lecteur du Figaro, ce que disait l'UMA, c'était des fake news. Et c'est vrai que quand l'UMA faisait l'apologie de Staline et considérait que c'était le plus grand serviteur de l'humanité et le plus grand, il faut se dire que, bon, mais voilà. Donc ça a toujours été, on est toujours emprisonné dans notre milieu social, culturel, amical, etc. Le problème, c'est que maintenant, ça emprisonne encore plus grâce aux algorithmes et de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus lente, et que les délires, les bobards, les rumeurs, etc., du café du commerce, parce qu'au café du commerce ou au café
de l'Église, hein, c'est pareil. Il y a toujours eu des gens, dès qu'ils avaient bu un petit coup de trop de travers, qui racontaient n'importe quoi. Maintenant, on le raconte sur la toile et ça se diffuse par Twitter, Facebook, etc. Et donc, c'est deux choses importantes et c'est là où il y a évidemment l'avenir des médias. Mais peut-être que je vais m'arrêter un peu parce que peut-être que vous avez des questions à poser. Hein. Je suis désolé, je suis long, mais ça, c'est l'éternel problème du prof.